l'heure. Merci de prendre le relais. Merci à vous. Merci, bonjour à tous. Bienvenue à la deuxième journée du webinaire de la communauté des réseaux communautaires de l'AIC, avec l'appui de DISOC, avec l'appui des fondations diverses et variées de ISOC. Je suis le directeur des affaires haïtiennes de ISOC et c'est un honneur d'être votre modérateur. Permettez-moi de commencer par saluer le président de la section haïtienne de l'Internet Society, Obed Cindy. Obed, si vous voulez bien dire quelques remarques, nous dire quelques remarques minaires. Merci Shannon. Merci aussi Howard pour votre appui. Merci à tous de l'Internet Society pour nous avoir accompagnés. Merci aussi à tous les participants de cette initiative. Merci à vous tous. Hier, nous avions eu des participants de différentes régions, différentes parties prenantes. Nous avons eu un aperçu des réseaux communautaires avec leurs défis, avec aussi leurs réussites. Et nous avons dit que nous devons faire converger les actions de façon durable vers un projet sociétal. Et aujourd'hui, nous continuons à apprendre. Il est besoin d'agir. Et la capacité pour agir, elle doit aussi prendre en compte les opinions de tous les leaders de la société. L'ISOC plaide pour un débat ouvert entre toutes les parties prenantes. Et il faut donc former, et c'est notre priorité de former les leaders locaux. Je suis sûr, beaucoup de pays en développement seront familiers avec les défis, avec les recommandations, avec ce que nous allons dire sur les réseaux communautaires. Nous pensons que l'accès à l'Internet n'est plus un rêve, mais un outil pour le progrès économique. Merci à vous tous, merci à Shannon et bon débat. Hier, nous avons abordé 3 points. Nous avons examiné le paysage haïtien de l'Internet avec un accent sur les réseaux communautaires et nous avons tenu des discussions sur les recommandations de politique et techniques pour les réseaux communautaires. Nous avons abordé aussi les différentes opportunités existantes à Haïti pour le développement. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur 3 KPI et ce sont des bonnes pratiques, des enseignements que nous pouvons tirer en tant que partie prenante dans notre recherche de la bonne manière de développer les réseaux communautaires. Sans plus attendre, permettez-moi d'inviter nos orateurs. Nous avons donc 3 KPI, comme je l'ai dit, et je vais commencer par la première présentation, celle de la Colombie. Liliane Rojas Colmundo va partager avec nous l'expérience de la Colombie en matière de réseau communautaire. Liliane, c'est à vous. Vous pouvez activer votre micro, Liliane. Merci. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Je suis Liliane et je travaille avec une ONG appelée Call Condan. J'ai ici un bref exposé que je voudrais projeter.
Nodo est une ONG colombienne qui a travaillé sur des projets de TIC pour le développement depuis 25 ans dans différentes régions du pays. Nous sommes basés à Bogota et nous avons travaillé sur les questions de connectivité depuis euh, notre établissement. Nous avons amené, parfois pour la première fois, l'accès à l'email à des organisations non lucratives. Et lorsque les grandes sociétés se sont mis à apporter ce type de service, nous avons fourni ensuite l'hébergement web, les bases de données et d'autres services, et non seulement pour les organisations non gouvernementales, mais aussi pour des populations qui ont des difficultés à accéder à de tels services qui sont fournis par les sociétés privées. Mais nous voyons toujours que dans les zones rurales, et il reste des difficultés pour accéder à ces services. Il y a une fracture numérique entre les zones urbaines et rurales en Colombie. Les écoles secondaires ont accès ou dans les zones rurales, les programmes gouvernementaux mettent en place des possibilités d'accès dans les zones rurales, mais un problème de durabilité se pose. Et lorsque les ressources ne sont plus là, les centres s'arrêtent de fonctionner, les équipements arrivent et s'installent, mais parfois ne fournissent pas euh, toujours le bon service ou des services véritables parce qu'il n'y a pas vraiment de ressources ou d'organisation pour accompagner cela. Et parfois, nous avons des problèmes de réparation. Il n'y a pas de clarté sur la façon d'opérer ces centres. Les communautés ne sont pas toujours sensibilisées sur la manière d'utiliser ces services et d'en tirer parti. Et les sociétés privées ne sont pas intéressées pour installer de tels services dans ces zones parce qu'elles ne sont pas rentables. Et ce que nous voyons comme alternative, euh, ce sont des, les entrepreneurs et les organisations qui connaissent bien ces territoires et sont proches des populations et, et ont des capacités pour installer, réparer et maintenir les services. Parfois, ce sont des citoyens qui sont présents dans des associations, des organisations qui s'organisent eux-mêmes avec des sociétés collectives pour euh, développer leur autonomie avec des principes de solidarité pour le bien-être collectif. Même si ces groupes n'ont pas toujours les connaissances techniques, si l'intérêt est là, notre expérience montre qu'ils commencent à apprendre et qu'ils fonctionnent ensemble, ils peuvent le faire. En ce moment, nous sommes en train d'appuyer 3 réseaux communautaires dans 3 communautés différentes avec différentes caractéristiques. Le projet est nommé Mani. Mani étant une petite ville à l'est du pays, dans la plaine Sahara, où les résidents du village partagent une connexion à haut débit. Ils se sont connectés à un réseau à haut débit par fibre en le partageant par Wi-Fi entre des fermes et une école rurale. Le travail de réparation est volontaire. Il y a des plans pour connecter d'autres fermiers qui ont demandé à faire partie du réseau. Et aujourd'hui, la disponibilité euh, euh, reste difficile parce qu'en en ces temps de pandémie, il est difficile de se procurer des équipements. Les deux autres expériences sont dans les zones montagneuses de la Colombie. Le premier, c'est Reading, avec un réseau de 2G portable qui partage par un réseau cellulaire entre villageois un réseau.
où des messages par texte se font. Le dialogue avec les autorités publiques nationales a été nécessaire pour pouvoir installer cela. Un accord a pu se faire pour l'utilisation de fréquences. Euh, Ils ne sont pas toujours libres pour utilisation. Et c'est cet accord donc, que nous avons pu utiliser ces fréquences qui sont pourtant payantes dans d'autres circonstances. Et nous avons donc aujourd'hui un GSM, un réseau de GSM au niveau de cette communauté qui fonctionne. Aujourd'hui, nous avons autour de 90 usagers dans ces villages. À la fin du projet pilote, nous espérons avoir 400 utilisateurs. Il y a eu quelques difficultés, tout spécialement en matière d'électricité et d'infrastructures électriques, et qui a endommagé l'équipement et le manque de connaissances des équipements que nous avons, parce que c'est une technologie très spéciale et, et ce processus nous permet d'apprendre et nous permet d'avancer. Le réseau plus récent est aussi, se trouve aussi dans une zone montagneuse avec une communauté, des communautés indigènes, dans un groupe est composé d'ex-combattants des FARC qui euh, vivent et travaillent ensemble. Tous travaillent à mettre en place un réseau intranet avec des services locaux et contenus locaux, ainsi qu'à une, ainsi qu'une connexion Internet avec un lien de longue distance en le partageant avec Wi-Fi. Quelques défis pour ces réseaux. Nous avons un problème en matière de connaissance des technologies, de manque de connaissance de ces technologies, non seulement technologies, mais aussi des, un manque de connaissance des questions méthodologiques, comment commencer, comment démarrer. Parfois, les structures organisationnelles ne sont pas là dans les communautés et il y a un problème aussi de réglementation, un manque de réglementation, cette insuffisance qui euh, est, est aussi en matière financière, euh, existe aussi en matière financière, difficulté aussi d'accès à des infrastructures telles que les routes, l'électricité, mais aussi l'infrastructure qui n'est pas au niveau est un défi. Nous avons besoin aussi de capacités autres, telles que des capacités de gestion financière, administrative, et cependant, ces capacités se renforcent dans le temps. Ce que nous suggérons, c'est qu'il faut commencer, mais apprendre est possible tout en faisant, ça prend un peu de temps. Lorsque des acteurs différents travaillent ensemble, chacun faisant sa partie, c'est possible de le faire, mais l'appui des communautés est important pour la durabilité, euh, mais avoir des organisations telles que des universités et autres communautés est important, accélère le processus. Euh, Ces différents acteurs facilitent aussi l'accès à l'infrastructure à haut débit, accès aussi au spectre. Il faut identifier aussi des fonds qui vous permettent d'entamer votre travail, identifier rapidement les infrastructures euh, en déliquescence qui ont besoin d'argent pour être réparées. Et il faut aussi reconnaître la valeur ajoutée des personnes qui sont dans le processus. Comprendre la technologie est important, mais comprendre aussi la valeur des personnes qui travaillent avec vous en prenant soin, en générant des capacités, mais aussi en apprenant sur le chemin euh, avec la solidarité. Il y a des opportunités, il y a des expériences dont nous pouvons apprendre. Les expériences existent. Il y a aussi des technologies qui sont possibles. Euh, il y a des, des, des services, des fournisseurs de premiers services sans fil fournissent ces services.
On peut les utiliser dans les réseaux communautaires. Il faut aussi faire attention, de porter son attention sur l'environnement, sur ce qui existe, sur les obstacles. Cela vous permet de chercher les opportunités pour fiabiliser et pérenniser votre solution en connaissant ce qui existe dans l'environnement, quelles sont les personnes qui sont en mesure de vous aider. Je vous remercie. Merci. Nous allons faire la présentation de tous les KPI avant de passer à la session de questions-réponses. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent la parole, mais passons d'abord aux présentations et nous aurons le temps d'aborder les questions-réponses. Maintenant, c'est le tour de la Géorgie. C'est notre ami Vesa Tessetori, opérateur de télécom de la Géorgie. Mitya, pouvez-vous partager avec nous l'expérience de la Géorgie? Je vous remercie. Veuillez allumer votre micro. Bonjour. Merci beaucoup. Désolé pour le retard. Bonjour pour cette opportunité pour pouvoir participer et présenter l'expérience de la Géorgie et pour voir comment nous pouvons soutenir la société Internet d'Haïti avec nos connaissances. Tout d'abord, je travaille pour ISOC pour le chapitre Internet et ceci est soutenu par Internet Society. C'est une initiative et je vais mentionner deux projets que nous avons mis en place au niveau des zones, des hauts plateaux de la Géorgie, près de la frontière avec la Russie. Donc, rapidement, par rapport à cette zone, vous pouvez voir l'information. Il s'agit ici d'une zone placée au plus haut altitude, avec 1800 km² la surface. C'est une zone assez éloignée, avec une température qui est très basse, qui pour plus de 6-7 mois d'hiver. Le responsable de ce réseau, c'est la communauté locale. C'est Replica of Tusheti Community, soutenu par USAID. Et ils ont été soutenus pour pouvoir mettre en place ce projet. C'est un projet à hauteur de 180 000 $ américains et il est coopérationnel. Vers 1800 $ par mois. Nous avons initié ce projet il y a quelques mois. Ce qui est important à souligner et que pouvons-nous partager par rapport à politique et régime régulatoire de la Géorgie. Tout d'abord, nous avons une harmonisation avec l'Union européenne et certaines avec nous n'avons pas eu besoin d'autorisation. Il n'y a pas eu besoin d'autorisation. Et puis, il y a une autorisation en ligne générale pour la prestation de services Internet avec un réseau à hauteur de 2,4
MHz, 0,7% des revenus proviennent des frais proviennent des revenus. Le gouvernement a décidé de faire partie de ce projet. Il y a maintenant plusieurs donneurs. Nous avons la même situation par rapport à ce qui a été présenté hier sur les questions techniques. Nous avons de l'énergie solaire ainsi que l'éolienne. Ils sont situés à une altitude de 3000 mètres, donc c'est assez nuageux. Et donc, on utilise beaucoup plus l'éolienne plutôt que l'énergie solaire. Par rapport au logiciel, on utilise plutôt l'Ubiquiti, Microtik et Cambium. Une autre partie technique, l'activité technique. Nous transportons donc les différents équipements avec un dos de cheval. Et nous utilisons également le soutien de membres des petites et moyennes entreprises et des petites entreprises ainsi que des volontaires. Il est très difficile d'avoir accès, mais nous avons le soutien de ces personnes et les volontaires nous aident aussi, certains qui proviennent de la communauté et d'autres qui viennent en soutien à ces communautés. Il s'agit ici d'un tableau avec des informations un peu générales, mais cela montre qui participe à ce projet. Tout d'abord, nous avons les donneurs ainsi que les partenaires institutionnels. Il y a d'abord le ministère d'économie de la Géorgie. Le gouvernement est heureux de soutenir cette zone. Nous avons également certains bailleurs comme l'ambassade de la République tchèque ainsi que la municipalité locale. Nous avons également Cambium Georgia, un télécom groupe, également d'autres soutiens pour la technique. Et il y a également des opérateurs mobiles, Véon, qui font également partie de ce projet. Et finalement, nous avons également deux associations et les membres qui soutiennent à distance, mais également sur site, pour avoir accès aux fibres optiques, également des lacunes en ce qui concerne la formation et des problèmes techniques. Les défis principaux pour notre projet. Le défi majeur, c'est de trouver des leaders locaux ainsi que des volontaires qui sont intéressés à accomplir des tâches, notamment gratuitement. Parce que des problèmes sont nombreux et puis il y a d'autres problèmes. L'autre problème, c'est par rapport à la situation climatologique, à la géographie. Il est également très commun pour cette partie du pays. Il n'y a pas beaucoup de choix pour pouvoir accéder. Et donc la planification est très difficile.
les différences de planification. Il y a 3 ans, nous avions eu un plan avec plusieurs parties prenantes, mais il y a eu des problèmes. Mais cette fois-ci, on l'a fait différemment. Au départ, il y a eu une formation pour pouvoir bâtir 27 sites et maintenant nous en avons 15 et ce n'est pas suffisant. Qu'avons-nous maintenant? Nous avons maintenant 52 sites. Nous avons à peu près 321 utilisateurs avec 9 écoles. La vitesse est de 10 MB par seconde. Nous utilisons donc les membres. Et nous avons certains revenus et nous utilisons ces revenus pour d'autres développements à venir. Nous avons pu couvrir 3 grands villages. Et qui ont pu créer suffisamment de sommes et de modèles pour d'autres centres éloignés. Donc, nous avons un profit de plus de 10%. L'ONG locale va utiliser ce bénéfice pour satisfaire les besoins de la communauté. Merci beaucoup et je pourrai répondre à vos questions. Merci. Shannon, peut-être que Shannon a eu des problèmes de connexion. Bien. Donc, cela ne doit pas nous arrêter. Nous allons passer à notre membre du panel, Carla Velasco, si vous souhaitez poursuivre. Merci. Je vais partager. Donc, je vais parler de présenter Mexico. Nous avons déjà entendu nous avons différents contextes. Nous avons également beaucoup de similarités en ce qui concerne le déploiement des réseaux communautaires. Alors, par rapport au contexte de Mexico, nous avons notamment pour les communautés, j'ai oublié de me présenter. Alors, je m'appelle Carla Velasco et je travaille pour une organisation qui s'appelle Telar pour la Diversidad et la Solidaridad. Et je suis au niveau des affaires internationales. Ce que nous faisons dans l'organisation, c'est que nous accompagnons les communautés, les réseaux communautaires, et nous soutenons les processus de communication des communautés pour les communautés autochtones au Mexique. C'est pour cela que je dois présenter également le contexte. Par rapport donc aux réseaux communautaires, ces réseaux communautaires ont été créés notamment au niveau des communautés autochtones sur les différents territoires du continent, du pays. Si vous regardez l'écran, vous pouvez voir que la carte du Mexique, et nous avons des États qui sont en couleur. Il s'agit ici des États où il y a des réseaux communautaires, et il s'agit ici des réseaux communautaires avec lesquels nous travaillons. Bien sûr, les États sont très actifs
et ces communautés sont à l'intérieur des États. Vous pouvez voir par exemple Oaxaca qui est en rose. Nous avons à peu près une quarantaine, 40-45 réseaux communautaires à l'intérieur de cet État, de l'État Oaxaca. Il y a également d'autres cas de réseaux communautaires. À Michoacán, nous avons une communauté, un réseau communautaire, et à Nayarit également, nous en avons un autre. Également, nous partageons des expériences avec une très grande organisation, avec des communautés autochtones qui souhaitent créer leur propre réseau communautaire. Ainsi, comme je l'ai mentionné, il s'agit ici plus de soutenir le processus de communication communautaire. Ces communautés ont existé depuis très longtemps. Il s'agit ici de communautés autochtones et elles continuent à parler leur propre langue, mais également leur façon d'organisation, et elles ont leurs propres autorités. Et dans ce sens, elles ne souhaitent pas seulement se connecter entre elles, mais également elles souhaitent être bien représentées au niveau du réseau. Dans ce sens, les réseaux communautaires souhaitent créer leur propre contenu, ils souhaitent avoir leurs propres médias. Vous pouvez voir sur cette image ces enfants qui sont en train de faire des interviews parce qu'ils veulent se voir et ils souhaitent créer des contenus et partager avec d'autres communautés également. Et il s'agit également d'un processus d'organisation. Chaque communauté a sa propre façon de s'organiser et ces réseaux communautaires les soutiennent dans la manière dont ils s'organisent et dont ils créent et établissent des relations ou des liens au sein de la société. Il s'agit ici donc d'un contexte qui est très vaste et une présentation rapide de réseaux communautaires au Mexique. Je vais mentionner, maintenant vous présenter deux cas. Il s'agit ici d'un cas ou d'un projet sur téléphone portable cellulaire qui a eu lieu dans l'État de Oaxaca que j'ai présenté tout à l'heure. Et il s'agit ici d'un État très grand et il y a avec beaucoup de groupes autochtones. Il s'agit ici de l'État au Mexique qui a le plus de groupes autochtones avec différentes langues et différentes traditions. Et beaucoup de ces communautés, comme présenté dans les autres présentations, ces communautés sont situées au niveau des zones rurales, très difficiles d'accéder, et elles n'ont pas accès aux services de téléphone avec un manque de signal et pas d'Internet en général. Et ce projet qui s'appelle donc, il s'agit d'un projet de téléphonie qui a été créé par les communautés pour les communautés, comme vous allez pouvoir le voir sur cette diapositive. Il s'agit ici d'une communauté mexicaine où il n'y a pas de service téléphone étatique. Il y a 60 communautés qui sont prises en compte par ce projet avec 4400 utilisateurs. Et je peux voir le site ici, sur cette page du site, nous avons une publication qui s'appelle le manuel pour la téléphonie cellulaire communautaire, même si c'est en espagnol. Je pense que il y a une similitude entre l'espagnol et le français. Vous pouvez donc trouver des informations utiles pour créer une communauté. Il s'agit ici de l'histoire de ce réseau communautaire. Il s'agit ici d'un réseau communautaire très spécifique parce qu'il dispose d'une licence, d'une autorisation. Et c'est un peu similaire par rapport à ce qui a été expliqué par Liliane en Colombie. Au Mexique, avec le soutien du gouvernement et des régulateurs, nous avons pu avoir une licence. Donc, avec cette licence, cette communauté peut utiliser le spectrum
et peut fournir des services aux communautés. Donc, dans des cas, c'est un cas intéressant et je vous encourage, si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout à l'heure. Et je vais passer maintenant à un autre cas. Il s'agit ici de Nautic Intrabatch, qui est un projet de prestation de services qui se situe dans un de ces États que vous avez vu sur la carte, c'est au sud du Mexique. C'est un État avec une population et des peuples autochtones. Et ce Wi-Fi communautaire a également des points de connexion. Et pour beaucoup de communautés, il est normal d'avoir des prestataires de services qui sont informels, qui créent des points d'accès pour pouvoir connecter les petits villages et les petites communautés. La plupart de ces prestataires de services ne sont pas légaux, certains le sont, et cela crée des difficultés. Il est très difficile pour eux d'avoir une licence pour avoir une autorisation. Mais dans ce cas, il s'agit ici d'une communauté où ils ont un point d'accès Internet, pas avec une très bonne qualité, mais vous pouvez avoir accès à Internet. Et par rapport à ce réseau communautaire, ils ont également un contenu numérique pertinent et avec des ressources éducatives. Donc, vous avez deux options. Il faut soit payer pour avoir accès à Internet, qui est pas très cher, mais il faut payer quand même, ou alors il faut rester sur le réseau local. Donc, ce qu'ils ont, c'est un réseau local qui est fermé avec un serveur à l'intérieur des communautés et les gens peuvent avoir accès à ce serveur en vue de naviguer pour avoir accès à cette banque éducative ou contenu numérique pertinent. J'ai une vidéo ici qui est très rapide. Donc, vous pouvez voir à quoi cela ressemble. Il s'agit ici de la page web avec des photos. Ils ont donc contenu éducatif pour les écoles primaires, secondaires et universitaires. Et tout cela est à l'intérieur du serveur. Il n'y a pas eu besoin d'accès à Internet. Donc, les étudiants de la communauté peuvent avoir accès à ces informations et cela les aide à faire leurs devoirs ou s'ils disposent des questions Wikipédia et tout ça est dans le serveur. Vous voyez, donc ils peuvent avoir accès à des vidéos qui se trouvent à l'intérieur de cette base de données. Il s'agit d'un exemple. Il y a beaucoup de livres qui sont téléchargés, toute une bibliothèque numérique. Cela est très utile parce que les élèves étudiants n'ont pas besoin d'être connectés à Internet alors qu'ils peuvent avoir accès à ce contenu grâce à cette base de données, à cette banque de données. C'est assez rapide, mais le contenu est également pertinent avec une très bonne qualité. Donc, on peut mentionner certains succès ou certains défis. Par rapport au succès, nous avons des membres actifs au sein des communautés. Nous mettons beaucoup l'accent sur la méthodologie quand la technologie est déployée. Il peut y avoir 5 personnes qui sont intéressées. Il serait bon d'avoir certaines personnes parce que le projet peut être à risque, il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont intéressées. Donc, il est important d'avoir la participation de la communauté.
Nous avons des filles, des femmes, des jeunes, des personnes plus âgées qui sont impliquées dans l'installation et dans le développement de l'infrastructure. Nous avons également le soutien des régulateurs et ministères qui facilitent le processus d'autorisation et sont prêts à nous aider à tout moment. Nous avons également vu qu'il y avait un accès aux compétences techniques et connaissances. Nous avons travaillé sur dans certains ateliers qui fournissent aux personnes avec différentes compétences, différentes informations pour qu'elles puissent être les techniciennes pour ne pas avoir d'autres personnes qui viennent résoudre les problèmes, trouver des solutions aux problèmes. Nous avons des personnes disponibles qui sont au sein de la communauté qui arrivent à trouver des solutions et également des filles, des jeunes et des personnes âgées qui peuvent bien connaître le réseau, les infrastructures et même capable pour installer les réseaux. Donc, ça fait partie des succès. Par rapport aux défis, même si nous avons accès au spectrum, c'est insuffisant. Je n'ai pas mentionné, par exemple, dans le projet de la téléphonie, ce téléphone, c'est seulement pour le SMS et pour les appels. Cela n'a pas d'autres données ou Internet. Donc, il s'agit d'un service limité pour la communauté parce qu'ils peuvent envoyer des SMS ou s'appeler, mais il n'y a pas Internet. Cela est dû pas au manque de technologie, mais en raison de la fréquence que nous utilisons dans le pays. Il n'y a pas également un accès aux fibres. Donc, nous avons un serveur qui peut connecter plusieurs personnes, mais nous n'avons pas accès aux fibres qui permet de lier ou d'avoir accès. Et il y a aussi le problème des taxes. Au départ, on était confronté à certaines taxes très élevées parce qu'on était vu comme un opérateur normal, alors que nous sommes un opérateur donc social. Donc, il y avait une bataille un peu juridique, mais nous avons donc remporté la victoire et nous n'avons pas besoin de payer des taxes. Ce problème a été résolu. Et dans le cadre de la soutenabilité, même si nous encourageons les personnes à être impliquées, nous avons encore un manque de compétences techniques et administratives. Il y en a mentionné également, dans le cas de la Colombie, il y a de faibles investissements dans le secteur pour ces réseaux communautaires. Donc, si nous pouvons trouver des fonds ou des investissements de la part des différentes parties prenantes en vue d'installer davantage de réseaux communautaires, nous pouvons mieux avoir des résultats beaucoup plus positifs. Donc, c'est ma dernière diapositive. Donc, en se basant sur nos recherches et travaux au Mexique et dans les autres pays, nous voyons que les réseaux communautaires sont basés sur 4 éléments essentiels. Tout d'abord, il y a la base organisationnelle, comme je l'ai mentionné. C'est la base d'une communauté, d'un réseau communautaire qui est une communauté en tant que telle. Donc, c'est le soutien social qui permet à la communauté d'opérer en réseau avec une approche communautaire. Cela permet donc d'avoir une concession, une licence et fournir des services de maintenance et la formation du personnel. Le deuxième élément, c'est une base infrastructurelle, c'est-à-dire il faut le matériel et les ressources humaines qui forment la base pour la communauté pour acquérir les compétences nécessaires pour opérer le service ainsi que pour le maintien et le développement des applications d'innovation. Il s'agit également d'identifier la bonne technologie pour les communautés et les organisations. Ensuite, il y a un troisième élément qui est la base économique, qui est un plan d'affaires. Il s'agit ici d'une base de la soutenabilité, qui faut la soutenabilité. Et quatrièmement, c'est la base juridique, le cadre juridique du réseau, comment cela est réglementé et quelles sont les normes qui sont applicables. Donc, nous pensons que 3 de ces bases sont assez fortes pour avoir un réseau communautaire soutenable.
au terrain. Donc, avec la communauté que nous travaillons, nous essayons de vérifier à ce qu'il y ait des bases qui sont bien solides et il s'agit ici de la base économique, légale et infrastructurelle. Donc, je pense qu'il s'agit donc de ma dernière diapositive et il s'agit ici de mon contact, mes références, mais j'aurai le plaisir de répondre à vos questions ou pour voir vos remarques. Shannon, est-ce que vous êtes là? Shannon, est-ce qu'on peut passer aux questions-réponses? Permettez-moi de préparer mon bureau. Donc, nous sommes prêts pour ce genre de choses. J'ai vu une question posée par rapport à la présentation du Mexique. Carla, vous n'avez pas inclus le rôle des autorités publiques. Y a-t-il une raison pour cela? Ou est-ce que vous supposiez que c'était sous-entendu? Je pense que j'ai fait mention de cela une ou deux fois, comment les autorités nous ont aidés pour avoir les licences, comment ils nous ont accompagnés en ce qui concerne l'attribution des fréquences, ou nous accompagner dans l'amélioration de notre réseau. Donc, nous avons travaillé avec les autorités depuis plusieurs années. Les relations sont très bonnes, mais comme je l'ai dit plus tôt, nous utilisons des fréquences qui ne sont pas optimales pour le déploiement de ces réseaux communautaires. Et donc, cela est en lien avec certaines difficultés que nous avons et un dialogue est en cours avec les pouvoirs publics à cet égard. Merci pour cette question et pour les réponses. Dans, donc, sur la boîte de chat, nous n'avons pas de questions. Ah, nous avons une question de Jane. C'est une question pour tous les participants. J'aimerais savoir pour Carla, quelles sont les 3 choses pour commencer avec les réseaux? Qu'est-ce qu'il faut principalement faire pour commencer les réseaux communautaires? Quelles sont ces 3 choses qui vous ont aidé à mettre le pied sur l'étrier? Je pense que ce sont des choses qui sont intéressantes pour Haïti. Ça peut être une bonne expérience à partager. Quels sont les 3? Lucia, est-ce que vous voulez répondre? Ou Liliane? Merci Jane pour cette question. Les 3 points importants, il me semble, pour mes collègues haïtiens. Il me semble que premièrement, c'est de trouver des leaders locaux, des gens du terrain, de cette communauté, qui sont prêts à s'attaquer à leurs propres problèmes. Je pense que du point de vue géorgien, le plus important du point de vue de cette activité. Ensuite, il faut pousser les autorités locales pour qu'ils deviennent vos partenaires.
Et vous avez besoin de cet accompagnement quand vous faites ce genre d'initiative au niveau local, par les autorités locales. Troisièmement, c'est de pousser les autorités centrales. Le gouvernement chez nous, au Georgie, doit agir comme un bailleur au moins. C'est important parce que ces localités ont besoin de connectivité, puisque les routes, l'électricité, tout cela, ils y ont accès, mais la connectivité reste un défi. Vous devez donc avoir à vos côtés les autorités centrales du gouvernement. J'aimerais commencer par dire par quelque chose de simple. Alors, après, ensuite, vous apprenez, vous connaissez les gens, vous commencez à apprendre ce que sont les occupements et vous pouvez alors croître. L'important, l'important, c'est de commencer par créer ce réseau communautaire avec quelque chose de simple. Et ensuite, partager les expériences avec d'autres pays, d'autres opérateurs de petite taille qui connaissent le marché, qui connaissent les technologies, qui connaissent les autorités à qui s'adresser. Et donc, ce partage de connaissances, cette solidarité à construire. Il est important pour le réseau communautaire de fonctionner différemment. Euh, c'est c'est- 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 c'est pas simplement une question de compétences qu'il faut rechercher. Il faut rechercher plutôt à travailler ensemble, à partager les connaissances, à les construire de concert. Merci Liliane, Carla. Je suis tout à fait d'accord avec Koucha et Liliane. Et nous avons fait beaucoup d'erreurs. Il ne faut pas euh, avoir peur de l'échec, parce que de l'échec, on apprend beaucoup. Et ce que Koucha a dit est très important par rapport à la participation des communautés. Par exemple, ici au Mexique, il y a beaucoup de projets en matière de connectivité, même venant des pouvoirs publics, qui vont vers les communautés, qui installent les antennes, les antennes ensuite fonctionnent pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et quelque chose advient euh, qui les empêche de continuer à fonctionner. Plus personne ne sait comment les réparer, et les antennes sont pourtant là. Et si vous voulez quelque chose de durable, quelque chose qui soit participatif, qui soit aussi inclusif, il est très important euh, d'avoir la participation, l'implication des communautés. Euh, on peut faire des erreurs ensemble, parce que parfois, on vient de l'extérieur et on attend de vous que vous fonctionnez comme un opérateur, que vous mettez à disposition des services. Mais c'est pas ce que vous faites. Donc, il faut mettre en place un processus participatoire où vous apprenez ensemble, où parfois vous faites des erreurs ensemble. Donc, il faut que vous accompagniez la communauté tout au long du processus. Ce n'est pas simplement de faire en sorte qu'ils soient connectés, mais aussi de faire en sorte que tout le monde apprenne beaucoup. Je pense que c'est la partie euh, qui est très importante, parce qu'une fois que vous avez construit cela, les questions d'infrastructure, les questions économiques, les questions même juridiques, vous pouvez y faire face ensemble. C'est simplement pour compléter ce que Yann a dit. Et nous sommes beaucoup à nous impliquer sur ces questions de réseau communautaire dans le monde entier. Et il ne faut donc pas hésiter à poser des questions. Beaucoup d'entre nous ne savions pas euh, comment écrire
un code informatique, nous l'avons appris. Beaucoup d'entre nous ne savions pas monter sur une antenne, mais nous l'avons fait. Donc, ne soyez pas, euh, ne soyez pas timide, n'ayez pas peur de vous adresser à nous. Je pense que cela répond aussi à la question partiellement. Comment vous mettez en place une stratégie avec les communautés pour mettre en place le réseau communautaire? Car là, cette question vous est spécifiquement euh, posée. Vous avez partiellement répondu à cela parce que vous avez dit qu'il faut le faire ensemble, on peut le faire, on peut faire des erreurs, mais il faut les faire ensemble. Et oui, effectivement, je pense que là, c'est la partie la plus importante de de la réponse. Merci beaucoup. Donc, permettez-moi de remettre la parole à Shannon. J'ai eu quelques problèmes de connectivité. Il me semble que moi-même, j'ai besoin d'un réseau communautaire chez moi, parce que j'ai eu des problèmes de connectivité. Et effectivement, hier, il y a eu des questions aussi qui restent en suspens d'hier. Peut-être que vous pouvez répondre à nos amis haïtiens, parce que nous avons eu une discussion sur des plages euh, licenciées, qui sont sous licence, spécialement dans la mise en place des réseaux communautaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces bandes, de ces plages de fréquences sous licence, sur l'utilisation euh, de ces plages de fréquences sous licence pour avoir un réseau de meilleure qualité? C'est une des questions qui est ressortie d'hier. L'utilisation euh, de ces parties de spectre sous licence. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne manière de procéder? Oucha, vous pouvez intervenir. C'est une bonne question, mais nous avons un choix. Le plus important, c'est d'avoir les équipements les moins chers, par exemple, MikroTik et autres. Mais il y a des questions qui peuvent se poser par rapport aux influences, aux interférences. Si on utilise des équipements euh, chers. Mais dans les zones montagneuses, nous n'avons pas d'interférences, c'est très propre. C'est pourquoi nous avons des connexions de plus de 1 giga. Les fréquences radio sont libres d'utilisation dans ces zones et nous pouvons donc avoir euh, une connexion à haut débit comme cela. C'est une bonne chose pour commencer à utiliser ces plages de fréquences. Euh, S'ils sont disponibles, vous pouvez commencer à expérimenter. Et ensuite, si vous avez besoin, vous pouvez alors avoir accès à d'autres fréquences pour des lignes de longue distance ou des technologies spécifiques telles que les technologies de téléphone portable. Mais vous pouvez commencer par ces plages de fréquences. Et il faut dire que, en général, dans beaucoup de territoires, cela fonctionne très bien. Ah oui, Howard, peut-être d'autres questions? Howard, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que les réseaux communautaires sont plus applicables dans les zones rurales selon vous? Comme réseau communautaire dans les zones rurales ou dans les zones urbaines, est-ce que, est-ce que vous avez saisi la question? Les réseaux communautaires doivent-ils se concentrer surtout dans les zones rurales
ou, ou est-ce que on peut aussi s'intéresser aux zones urbaines? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans notre expérience, ce sont les zones rurales, mais il y a des expériences où des réseaux communautaires se sont mis en place dans les zones urbaines. À Buenos Aires, il y a un exemple qu'on appelle Atanasesur, ici en Colombie. Il y a aussi une expérience de réseau à Bogota et Medellín. Il y a certains quartiers qui ne sont pas bien desservis avec suffisamment de fournisseurs de services. Cela fonctionne dans les zones rurales, mais il y a une possibilité aussi pour les zones urbaines de l'utiliser. Ce que nous essayons de faire ici, c'est d'accompagner nos amis haïtiens qui se concentrent aujourd'hui dans le déploiement de leur réseau communautaire. Donc, nous nous sommes penchés sur l'expérience de 3 pays, examiner leur expérience pour que ils puissent eux-mêmes choisir la direction qu'ils veulent emprunter. Euh, donc, ma question pour vous tous, je pense que vous répondrez oui. Est-ce que vous serez en mesure, est-ce que vous avez aussi la possibilité d'aider nos amis haïtiens ou même plus largement nos amis des Caraïbes pour les accompagner en partageant vos expériences dans le déploiement des réseaux communautaires? Est-ce que vous voulez bien apporter votre aide dans la mise en place d'un plan, par exemple, de déploiement? Oui, bien sûr. On peut partager tout ce que bien, vous voudriez bien retenir de notre expérience. Quel est pour vous le niveau d'appropriation des populations locales dans ces initiatives? Les réseaux communautaires au Mexique, ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir un processus qui soit participatif et pour que les populations de ces communautés se sentent les propriétaires de ces réseaux. Et en fin de compte, nous voudrions que chacun se sente impliqué et se sente euh, les dépositaires du réseau et continuer à participer. Et ce processus, vous devez l'entamer, vous devez commencer à impliquer les populations et c'est une grande importance pour la durabilité. Et, donc l'appropriation est essentielle. Oui, c'est la même chose pour nous. Euh, oui, nous avons créé des fonds de financement pour que les membres de la société locale se sentent les propriétaires de ces réseaux. Jane, est-ce que vous voulez dire un mot avant de nous quitter? Jane est partie. Oui, elle est déjà partie. Donc, je pense que nous devons conclure. Euh, je vais me tourner maintenant vers Obed Sindi, qui est le président de la section haïtienne de Internet Society. Obed, nous avons eu des discussions sur les questions de politique. Nous avons aussi abordé les aspects techniques sur les réseaux communautaires. Euh, nous sommes pas encore euh, rendus enfin de notre chemin. C'est un chemin à parcourir, mais vous avez vu que nos partenaires dans le monde entier sont volontaires pour vous y aider. Ils sont en mesure aussi de nous aider. Avec ces quelques mots, j'aimerais me remercier Liliane, Carla et Ucha d'avoir partagé avec nous votre expérience. Et merci à l'équipe d'Internet Society, Max Cucci, de, d'avoir repris le relais lorsque je n'ai pu être avec nous. Soyez assurés que nous allons continuer à interagir avec vous
et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de réseaux communautaires qui soient déployés, non seulement dans les Caraïbes, mais aussi au-delà. Merci. Permettez-moi maintenant de passer la parole à Obed, en tant que président de la communauté haïtienne des réseaux, de dire un mot, le mot de la fin. Merci beaucoup, Shannon. Merci aux panélistes. C'était un événement très intéressant sur les réseaux communautaires. Nous allons continuer à travailler dans ce sens. Nous sommes très heureux de voir tous nos partenaires et le personnel du SOC qui ont exprimé la volonté de nous accompagner, de partager leurs compétences, de partager leur expérience. Et ce sera de grande importance pour le développement de notre pays. Merci Shannon pour votre aide. Merci, merci Kofi. Merci aussi aux panélistes. Je vous remercie. Merci à vous tous et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.